Donc dans cette vidéo, on va voir comment, en pratique, on calcule le déterminant d'une matrice carrée. Alors, pourquoi je parle de déterminant d'une matrice carrée? Puisque de toute façon, on a vu que le déterminant d'une famille de vecteurs dans une base ou le déterminant d'un endomorphisme pouvait toujours se ramener au calcul du déterminant d'une matrice carrée. Du coup, dans cette vidéo, je ne parlerai que du calcul de déterminant de matrice carrée. On a vu aussi que le déterminant des matrices était une forme n linéaire, aussi bien une forme n linéaire alternée, aussi bien de ces colonnes que de ces lignes. Du coup, je peux appliquer toutes les caractéristiques que je connais pour les formes n linéaires. Donc on les passe rapidement en revue. Un déterminant qui a une ligne de 0 ou une colonne de 0, il est forcément nul. S'il y a deux lignes ou deux colonnes évidemment qui sont identiques, le déterminant est également nul. L'échange de deux lignes, c'est-à-dire la transposition de deux lignes, multiplie le déterminant par -1, idem pour les colonnes. Le déterminant qui a une ligne qui est combinaison linéaire de ces autres lignes, alors le déterminant est nul, idem pour les colonnes. Ça c'est important, la valeur d'un déterminant est inchangée si on ajoute à une ligne une combinaison linéaire des autres lignes. De même, la valeur d'un déterminant est inchangée si on ajoute à une colonne une combinaison linéaire de ces autres colonnes. Ensuite, si l'on multiplie une ligne par lambda, le déterminant est multiplié par lambda. Ça, c'est bien la linéarité par rapport à chacune des colonnes, ou la linéarité par rapport à chacune des lignes qui me dit ça. Et évidemment, si je multiplie tous les termes de la matrice par lambda, ça revient à multiplier chacune des n lignes, ou chacune des n colonnes, comme on peut le voir comme on veut. Et du coup, j'aurai bien un facteur lambda qui sortira pour chacune des lignes, ou pour chacune des colonnes. Donc j'aurai bien un facteur lambda puissance n. Le but, ça va être maintenant d'utiliser ces différentes transformations pour faire apparaître un maximum de 0. Soit pour montrer que le déterminant est nul, soit pour pouvoir utiliser le résultat que je vais présenter juste en dessous. Notamment les transformations qu'on va utiliser, c'est les opérations élémentaires sur la ligne ou les colonnes, qui font quoi? Je le répète, permutation de ligne, multiplication par -1, idem pour les colonnes, et puis la valeur du déterminant qui reste inchangée si on ajoute à une ligne une combinaison linéaire des autres lignes, idem pour les colonnes. Donc grâce à ça, on pourrait se ramener à une matrice qui a une forme comme ceci, c'est-à-dire avec un coefficient en haut à gauche qui est suivi par une colonne de 0 en dessous, et dans ce cas-là, le déterminant vaut a à 1 fois le déterminant de a'. Ici, je mets des étoiles pour dire que je peux avoir des scalaires, je me moque complètement de ce qu'il y a ici, des scalaires quelconques, et ils n'interviendront pas dans la valeur du déterminant, puisque vous voyez, le déterminant vaudra juste a à 1 fois le déterminant de a'. Donc deux remarques sur cette proposition. Déjà, c'est que c'est pas très difficile, a priori, de se ramener sous une matrice de cette forme, puisqu'il suffit de faire des opérations élémentaires. Vous comprenez bien que c'est les opérations élémentaires que je pratique quand je mets en œuvre la méthode du pivot de Gauss. En plus, pourquoi c'est si efficace? Parce que vous comprenez bien que ça a permis de calculer un déterminant de taille n fois n, det de a, en n'ayant à calculer simplement un déterminant finalement de taille n-1 fois n-1, qui est le déterminant donc de a'. Alors, par permutation de lignes ou de colonnes, si on a une matrice de cette forme-là, on peut tout simplement également se ramener à une matrice de cette forme-là, c'est-à-dire où j'ai un coefficient en bas à droite qui est cette fois donc précédé d'une colonne de 0. Dans ce cas-là, le déterminant de A sera égal à ANN fois det de A'. Donc vous voyez, d'ailleurs, cette proposition, c'est avec une matrice de cette forme-là qu'on va le démontrer. Après, vous pourrez utiliser indifféremment l'une ou l'autre de ces deux formes. Alors, allons-y. J'applique la formule sommatoire du calcul d'un déterminant qu'on a développé dans toutes les vidéos précédentes. Donc, somme sur toutes les permutations sigma dans Sn de la signature de sigma fois le produit des A sigma de i, virgule i. Donc, dans ce terme, produit des A sigma de i, vous voyez que déjà, le terme, alors je vais regarder, ce qui va m'intéresser particulièrement, c'est le terme A sigma de n, n. Pourquoi? Parce que ce coefficient, il est sur la nème colonne. Sur la nème colonne, vous voyez bien que j'ai plein de zéros. Et donc ce coefficient A sigma de n, n sera systématiquement nul si sigma de n est différent de n, puisque dans ce cas-là, ça veut dire que je suis sur la nème colonne, mais je suis sur une ligne
qui n'est pas la nème ligne. Donc je suis sur l'un de ces zéros. Donc dans ce cas-là, le coefficient A sigma de n est nul, donc tout ce produit est alors nul. Donc dans ce cas-là, vous comprenez bien que finalement ma somme, je peux la restreindre, je peux rajouter une condition, je peux rajouter la condition qui dit que j'impose que sigma de n soit égal à n, puisque de toute façon, sinon, le terme qui est dans la somme est nul. Donc autant se débarrasser de tous ces zéros. Du coup, vous comprenez bien que si j'impose la valeur, enfin si j'impose le fait que sigma de n soit égal à n, qu'est-ce que ça change? Ça change surtout le fait que sigma de n est toujours égal à n, donc ce coefficient-là, A sigma de n, n, il vaut systématiquement A n n, et donc il ne varie plus en fonction de sigma, c'est devenu une constante vis-à-vis de sigma, donc je peux factoriser par ce coefficient A n n. Et maintenant, ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que finalement, j'obtiens cette somme, et comme j'ai imposé le fait que sigma de n était égal à n, je peux tout simplement, c'est ce que j'ai écrit ici, se donner un sigma dans Sn en imposant la condition sigma de n égale n, ça équivaut complètement à finalement prendre une permutation dans Sn-1, puisque en fait, je suis juste en train de dire que si je prends une permutation dans Sn avec la condition sigma de n égale n, je peux restreindre ma permutation à l'ensemble des entiers compris entre 1 et n-1, et j'obtiens une permutation de Sn-1. Et donc du coup, j'obtiens exactement cette formule-là, non plus, donc au lieu d'avoir la condition sigma dans Sn avec sigma de n égale n, j'ai la condition sigma est dans Sn-1. Et ici, évidemment, cette somme qui est là, vous reconnaissez qu'il s'agit de la formule sommatoire pour le déterminant de A', c'est-à-dire pour le déterminant d'une matrice de taille n-1 fois n-1. Donc on a bien démontré que le déterminant de A est égal à ANN fois déterminant de A'. Alors avant qu'on passe à la suite, je reviens juste sur la forme de la matrice avec laquelle on pourra utiliser cette proposition 18. J'ai expliqué qu'on pourra l'utiliser avec l'une ou l'autre de ces deux formes. Maintenant, faites bien attention que, évidemment, au lieu d'avoir les zéros sous forme d'une colonne, je pourrais les avoir sous forme d'une ligne. Ça changerait strictement rien, puisque ça serait juste s'intéresser à la transposée il suffirait juste de transposer pour se ramener à cette proposition. Donc vous voyez, ça veut dire quoi, ce que je suis en train de raconter? Ça veut dire que pour appliquer cette formule, je peux avoir soit A11 est en haut à gauche et j'ai une colonne de 0 en dessous, soit A1 est en haut à gauche et j'ai une ligne de 0 sur sa droite. Et de même pour ANN, j'ai soit une colonne de 0, soit une ligne de 0 à sa gauche. Par contre, faites bien attention, ça ne marche pas avec AN1 ou avec A1N. Donc ça marche si j'ai un coefficient en haut à gauche ou un coefficient en bas à droite, mais ça ne marche pas si mon coefficient est dans les deux autres angles. Puisque dans ce cas-là, on pourra quand même se ramener à la proposition 18, mais soit en permutant deux lignes, soit en permutant deux colonnes. Et ça ne laisse pas le déterminant invariant. Ça multiplie la valeur du déterminant par -1. Bon, on continue avec le corollaire 9, qui dit que le déterminant d'une matrice triangulaire est égal au produit de ses coefficients diagonaux. En effet, si je prends A une matrice triangulaire, de toute façon, comme le déterminant de A est égal au déterminant de sa transposée, donc quitte à transposer la matrice, on peut se ramener au cas d'une matrice triangulaire supérieure. Et si j'ai une matrice triangulaire supérieure, je peux appliquer la proposition 18 n fois systématiquement, puisque systématiquement je me ramènerai avec une colonne de 0 sous mon coefficient diagonal. Et donc j'obtiens que dans ce cas-là, le déterminant d'une matrice triangulaire est bien égal au produit de ses coefficients diagonaux, et ça généralise bien ce qu'on avait déjà vu pour des matrices qui sont diagonales. Dans la vidéo qui suit, on va traiter l'exemple suivant, où je vous demande de calculer ces trois déterminants. Donc d'une part en appliquant la proposition 17 qu'on vient de voir, qui permet finalement de se ramener par exemple à la forme ici de la proposition 18. Donc voilà l'énoncé de l'exercice 6, et je vous conseille de le faire avant de regarder la vidéo suivante dans laquelle on va corriger cet exercice.